Merci bien. Merci au professeur Tchabi pour la brillante présentation. Et nous allons ouvrir une séance de questions-réponses. Je dis en comptant sur mon secrétaire que je ne sais pas, que je ne connais pas d'abord. Pour les questions liées à la présentation de M. Tchabi, nous allons... quelqu'un peut... Ah, on n'entend pas bien. Je peux poser la question pour le micro. Oui, le micro, il y a les deux micros là. On peut dire avec le micro pour poser les questions. On peut faire circuler le micro pour poser les questions. Ok. Madame? Je n'ai pas de secrétaire. Je demande un ou une secrétaire. Merci. On a des questions? Oui. Ok, nous avons Tal Tchemo Ali du Sénégal. Alors, c'est qui ou la secrétaire? Là. Oui. Non, attendez, on va prendre la liste et nous allons ouvrir une liste de 5 questions. Et ensuite, voilà. Là, on prend les noms. Prenez M. Tal Tchemo Ali du Sénégal. Et il y a un doigt de l'autre côté. Oui, non. Votre nom, s'il vous plaît. Le micro. Monsieur qui? Monsieur Bilo. Bilo. P-I-L-O. Ah, d'accord. Monsieur Bilo. Ok. Alors, les participants en ligne ou en présentiel, s'il y a un droit. Oui, monsieur. Écoutez. Nous avons Karfala Touré. Karfala Touré. C'est ça, il a une chaise là-bas. Oui, madame. Madame Esso. Ok, madame Esso. Quelqu'un a posé une question sur le centre. Et Oui, c'est ça, tu peux donner l'appareil. 1, 2. Le premier. Je suis Talim. Monsieur? Je suis Talim Tchou Alim. Ah, ça c'est Ali. Ali. Bon,
tu vas présenter. Monsieur Pilot. Pilot, monsieur Pilot. Ok, merci. Ok, merci au directeur pour sa brillante présentation. Félicitations. J'ai deux inquiétudes sur lesquelles j'aimerais que peut-être vous m'éclaircissiez. La première est en relation avec résilience économique. Résilience économique. Quelle est la frontière entre résilience économique et résilience de l'agriculture? Parce que le mot résilience économique doit être passé vite, mais je n'ai pas vraiment compris quelle différence il y a entre résilience économique et résilience de l'agriculture. Voilà. Donc, c'est la première préoccupation. Elle est en lien avec, en réalité, moi je m'attends à retourner avec des idées claires sur des stratégies de résilience de l'agriculture familiale face au choc et changement climatique, comme vous l'avez dit. Donc ma question, quelles sont les stratégies de résilience de l'agriculture familiale face au choc et changement climatique? Ma dernière intervention est en lien avec l'agriculture familiale. Est-ce que vous la trouvez encore pertinente parce que vous avez déjà plusieurs reprises qu'elle va aider à faire face aux crises alimentaires? Au même moment, vous avez souligné la problématique de main-d'œuvre où c'est seulement les vieux qui se retrouvent au village et cette problématique est pertinente. Vous verrez que aujourd'hui, quand vous voulez de la main-d'œuvre, c'est très compliqué et ce qui fait que les herbicides et d'autres types de produits chimiques sont utilisés ça et là parce que la main-d'œuvre en réalité familiale n'existe pratiquement plus. Bon. Quelle place, quelle importance accordez-vous à l'agriculture familiale aujourd'hui et est-ce que vous la trouvez davantage pertinente pour faire face à la demande croissante de produits alimentaires? Merci. Merci beaucoup pour ta question. Pour commencer, d'abord, je dirais effectivement, peut-être qu'ils ont une idée en me donnant les thèmes. C'est le choc de l'agriculture familiale au changement climatique. Mais moi, ils ont une idée derrière en faisant le thème. Mais moi, j'ai lu littéralement le thème qu'on m'a donné pour préparer. Et donc, je n'ai pas vu quelque part où on parle du changement climatique dans le thème. Donc, d'une manière générale, on demande résilience économique et écologie de l'agriculture familiale. Allô? 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 Ça peut aller maintenant? Allô? Vous m'entendez? Ok, d'accord. Donc, ça fait que j'ai travaillé uniquement sur le thème sans tenir compte de chaque changement climatique et biodiversité, donc de façon générale. Ça, c'est un. De deux, maintenant, ce qui est très pertinent aussi dans vos questions, c'est quoi? Quelle est la différence entre l'agriculture familiale et la résilience économique et la résilience de l'agriculture? Effectivement, si nous disons aujourd'hui que l'agriculture familiale, c'est ça que la population pratique de façon générale, comme l'agriculture se fait au village. Donc, et économiquement, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous percevons. Par exemple, bon, c'est ça qu'il y a dit, il y a beaucoup de programmes du ministère qui appuient beaucoup les producteurs à se développer et à changer de statut. Et c'est ça que nous voyons de façon économique et c'est ça que nous mettons au niveau de la résilience économique. Si avec ces appuis, ou bien, bon, effectivement, comme tu l'as dit, si on précisait par rapport au changement climatique, ça allait être beaucoup plus intéressant. Bon, mais moi, je ne vais pas diriger le thème par rapport au changement climatique. C'est de façon générale que j'ai travaillé sur le thème. Je pouvais le diriger par rapport à la fertilité du sol, par rapport à la biodiversité,
par rapport à tout, il a, et comme vous le savez, le changement climatique, c'est la résilience économique. Par rapport, bon, au moins aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons une agriculture de façon générale. Quel est comment l'agriculture familiale arrive à se réaliser par rapport à l'agriculture qui se développe aujourd'hui de façon générale? Oui, allez-y. La résilience par Ouais. rapport à quelque chose. Ouais. On est résilient par rapport à un choc, on est résilient par rapport à un phénomène de phare. Ouais. On est résilient, c'est la capacité à revenir à la puissance. Ouais. 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 Oui, effectivement, j'ai parlé des chocs. Il a comment on appelle, la fertilisation du sol, c'est un choc aujourd'hui qui est là. Il a le changement climatique que les gens mettent toujours partout. Il a la biodiversité qui est dégradée aujourd'hui. Bon, comment les populations arrivent à se réguler par rapport à ça? À tout ce système qui est là, pas seulement le changement climatique, c'est un maillon de tout ce qui se dégrade aujourd'hui. La fertilité du sol est complètement dégradée. Comment la population arrive à s'en sortir par rapport à ça? C'est pourquoi je parlais aussi des intrants organiques. Donc si nous voulons aller seulement les changements climatiques, ça veut dire qu'on prend seulement un maillon que nous voyons, alors qu'il y a beaucoup de maillons qui sont là, bon, qui agissent sur l'agriculture aujourd'hui, qui n'est pas seulement le changement climatique. Donc, de façon générale, peut-être c'est ça qu'il y a, de façon générale, tous les chocs que la population, les agriculteurs ont, comment l'agriculture familiale arrive à se résilier de façon économique par rapport à tous ces chocs-là qu'ils reçoivent. Donc, je ne sais pas si c'est un peu clair maintenant. Donc, c'est ça. Maintenant, vous avez aussi demandé quelle est la différence entre la résilience de l'agriculture et la résilience économique. Bon, c'est ça que nous avons expliqué. Et votre dernière question, l'agriculture familiale par rapport au changement climatique, c'est ça? Je ne sais pas si vous pouvez réfléchir votre dernière question. C'est les deux questions, oui, c'est la place. Ah, est important aujourd'hui. Bon, effectivement, pour ce philo, je crois que de temps en temps, vous descendez sur le terrain. Vous voyez ce que nos producteurs font. Soit agriculture familiale, agriculture industrielle, agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, tout le monde utilise les herbicides. Ça, on ne peut même pas s'en sortir. Mais, d'une manière, d'une autre, ça dépend quel objectif nous voulons atteindre. Si aujourd'hui nous voulons être en bonne santé, je crois que l'agriculture familiale est encore indispensable. Mais comment nous pouvons nous en sortir par rapport à ça? Bon, si toi-même tu veux produire pour manger, pour toi-même déjà, le mieux c'est d'adopter l'agriculture familiale. Mais maintenant, si tu veux vendre, et c'est ce que les marchés et d'autres producteurs le font, ceux qui veulent manger, ils ne mettent pas les intrants chimiques ou pesticides. Allez-y chez les marchés, vous allez voir. Ceux qui veulent manger là, c'est à part, ils ne les traitent pas. Mais ceux qui veulent vendre là, ils peuvent vous traiter aujourd'hui, demain, reporter pour aller vendre. Donc, moi je me dis aujourd'hui, on est obligé d'aller vers l'agriculture familiale. Si tu veux vivre en bonne santé, tu produis tes propres produits à la maison, ou bien à ton chat, et tu manges, tu sais ce que tu manges, tu sais ce que tu produis. Et c'est ce que les marchés font très bien. Et je connais beaucoup de producteurs qui le font. Là où ils vont manger, ils ne vont pas mettre l'herbicide. Ils vont se débrouiller pour s'accoler ça. Ils ne vont pas mettre les intrants chimiques, ils vont se débrouiller pour mettre les fertilisants organiques. Mais s'ils veulent vendre à vous là, ils vont mettre tout ce qu'ils veulent et vous allez manger et demain nous allons tous mourir. C'est clair. Donc aujourd'hui encore, l'agriculture familiale ou la sylviculture est très importante aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous en passer. Si nous voulons vivre longtemps et vivre en bonne santé, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Autre question? Monsieur Kouninta. Monsieur Kouninta. Oui. Oui. Merci aussi à mon tour la présentation. J'ai pris beaucoup d'intérêt à suivre. Je voudrais préciser que moi je viens de la part d'un participant de la mairie de Côte-d'Ivoire. Et ça m'a plu lorsque vous avez touché les questions sur les agropoles, les apports. Et puis, bon, c'est vrai que quand on suit les paysans dans leur parcelle, ils travaillent à la méthode de l'agriculture familiale. Mais j'ai beaucoup d'inquiétudes, je me pose la question sur la question de biodiversité. Aujourd'hui, quand on voit la pratique, en fait, au niveau de
l'agriculture familiale, il y a certaines nourritures qui tendent à disparaître. En toute honnêteté, par exemple, à partir du mois de juin en pays caviar, il y avait déjà des récoltes qui commençaient parce que dans la programmation des cultures, il y a des plantes qui produisent beaucoup plus tôt que d'autres pour conjuguer la faim. Donc, je me pose la question par rapport au thème. Est-ce que la résilience économique n'est pas plutôt traduite sous le couvert de l'argent, alors qu'en réalité, quand on prend l'originalité de l'agriculture familiale, la résilience économique était beaucoup plus pensée sur le capital. C'est-à-dire qu'on pouvait même utiliser certains aliments pour soigner certaines formes de maladies. C'est-à-dire que quand l'enfant ou bien quelqu'un dans la famille a tel problème, on sait que c'est tel aliment qu'il faut plutôt envisager à le nourrir en traitant de maladies. Bon. Et ça, cela m'amène, c'est plutôt, ma question va vers une réflexion. Est-ce que dans cette forme de pensée ou de orienter les débats, ne serait-il pas mieux de plutôt réveiller nos sources ancestrales en matière de production agricole? Quand je me rappelle très bien qu'en troisième, lorsqu'on voulait vendre un modèle agricole en pays caviar, on parlait de la polyculture intensive en pays caviar, la culture sur les flancs de montagne, la forme de lutte contre l'érosion des sols. Et quand on observe aussi cette façon d'enseigner dans le temps, on dit que c'était une richesse que le paysan caviar avait en maîtrisant en même temps son sol. Et quand on observait aussi dans le même champ, il avait en même temps que les céréales, des plantes de légumineuses qui étaient en bas. Ce qui faisait de telle sorte que sur le même espace, ils produisaient beaucoup de nourriture, mais qui sont complémentaires les unes pour les autres. Donc je me demande par rapport à la présentation, est-ce que la question plutôt n'est pas de réveiller plutôt qu'est-ce qui se faisait avant. Okay. Sinon, à travers les actes, je ne laisse pas directement le ministère de l'Agriculture. Mais on voit que, par exemple, des zones totalement dédiées à une production unique. Est-ce qu'elle n'est pas source de disparition de nos espèces alimentaires? Voilà ce que je veux dire. Vraiment, chers participants, je crois que c'est une très bonne réflexion. Je crois que vous venez de donner une réponse aussi au professeur Pido qui demandait est-ce que l'agriculture familiale est encore nécessaire. Donc, je crois, ça je viens aussi, parce que tout ce que tu dis par rapport à ce que les gens faisaient avant, beaucoup, ça a disparu aujourd'hui. Ça c'est clair. Et c'est pourquoi il y a plein d'étudiants qui sont derrière vous. Et je crois que c'est l'occasion aussi, et je crois dans les discussions, et on doit décider ensemble ce que nous allons enseigner à nos enfants qui sont dans les écoles d'agriculture. C'est très important. On a laissé beaucoup de choses. Je veux même vous donner un exemple. Quand on creuse les ignamettes de l'igname dans un champ, c'est dans le même champ qu'on récolte le gombo, les feuilles de gombo, la tomate, qui vont servir pour la sauce pour faire l'igname à la maison. Mais aujourd'hui, quand vous prenez un champ d'igname, c'est difficile de trouver que sur la même parcelle, c'est-à-dire que le paysan a prévu de telle sorte que tout ce qui doit aller constituer pour son repas est fait ensemble dans le même champ. Bon, voilà, c'est une réflexion. Je vous comprends, effectivement, vous avez parfaitement raison. Et effectivement, tout ceci a disparu. Bon, dans ma présentation, peut-être je vais revenir sur cet aspect et dire que ça a disparu. En réalité, les gens, comme tu l'as dit, l'habitude familiale, bon, les gens aujourd'hui passent plus à l'argent qu'à ces pratiques-là. Alors, bon, quand tu vas chez moi à la maison, moi, c'est ma maison seulement, tout le reste, c'est l'habitude familiale. C'est pourquoi il dit, chacun doit savoir ce qu'il veut. Parce que ce que les parents font avant, c'est très important. Moi, j'ai transformé tout, ma terrasse, tout, c'est en agriculture, j'ai transformé. Et je mange à la maison calmement. Et tout ce que tu as dit, tu vas voir les ignames avec les légumes, tout, ensemble. Les poulets, les pintades, tout est ensemble. Et je veux. Donc, on doit y retourner. Parce que si on veut vivre longtemps, on va y retourner. D'une manière ou d'une autre. C'est ça pour toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'argent, comme tu le dis.
quand tu veux vendre, ce système n'est pas économiquement rentable en réalité. Mais c'est voilà, donc si on veut mieux calculer les rentabilités économiques en tenant compte de la santé, on dira que c'est rentable, mais généralement nous faisons les calculs aujourd'hui. Et ça, on pense que ce n'est pas rentable. Alors que si tu vois le nombre de fois que tu es malade, tu vas à l'hôpital, et quand tu manges bien, tu ne vas pas à l'hôpital, tu vois beaucoup d'économies que tu fais. Là, tu sais que l'agriculture là, est beaucoup plus rentable que ce que nous faisons. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne tenons pas compte de notre santé. Les gens n'arrivent pas à calculer le montant qu'ils dépensent pour aller à l'hôpital. Et qu'est-ce qui nous rend malade? C'est la nourriture que nous mangeons. C'est la première des choses qui nous rend malade, c'est notre nourriture. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas... L'infection, pour avoir l'infection, si tu es en bonne santé, bref, c'est-à-dire si ton corps a tous les éléments nécessaires pour produire les anticorps ou bien tout le système de défense, tu ne vas pas tomber malade. Mais quand tu manges mal, comme tu le dis, la monoculture, ça veut dire que quand tu as monoculture, tu es obligé de manger une seule culture aussi. Et à un moment donné, ton corps craque. Donc, et je crois que c'est une bonne réflexion. Et comme nous, le groupe de travail, on pourra sortir quelque chose quand même pour l'agriculture familiale à la longue. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pu un peu me défendre. Merci beaucoup. Oui, il a madame. Ah oui, madame Esson. Permettez que je renouvelle ma gratitude à la présentation du professeur. Ma question, plus ou moins, a été abordée par M. Pilot, mais je vais quand même la réitérer. L'inquiétude est, c'est intéressant de pratiquer, de retourner à la source et s'intéresser à l'agriculture familiale qui est plus saine. Vu les limites de cette agriculture, que prévoyons-nous déjà? Je suppose que c'est la solution qu'amène la sinoculture. Ouais. Et donc, nous allons repartir d'ici outillés suffisamment pour pouvoir affronter cette triste réalité auquel nous faisons face. Parce que là, l'agriculture familiale de notre monde aujourd'hui n'est pas facile à pratiquer parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui s'y tiennent. Comment pouvons-nous convaincre notre population face à ces limites pour qu'on puisse revenir et abandonner à petit coup cette agriculture conventionnelle qui nous oblige ou qui nous conduit à tout moment vers les intrants chimiques qui n'arrangent pas encore l'écosystème. Je ne vais pas passer la barre devant, comme je l'ai dit. Monsieur doit déjà aborder les questions. Si vous pouvez déjà nous rassurer, ou c'est jusqu'à la fin de la formation qu'on aura des réponses plus rassurantes de comment s'intéresser ou revenir à l'agriculture familiale non traditionnelle, mais avec plus de rentabilité et avec plus de précision à voir comment traiter. Parce que quand une plante est infectée dans l'agriculture familiale, il est difficile de rattraper le champ. Parce qu'on ne peut pas utiliser les produits chimiques et du coup, on risque de tout perdre. Par rapport à l'agriculture conventionnelle où tout de suite, on a des produits chimiques pour anéantir les insectes qui détruisent et pour avoir plus de rentabilité. Donc, c'est là mon inquiétude. Merci beaucoup. Vraiment, madame, je crois que c'est une très bonne intervention et comme tous les autres interventions. Et ce qui nous rassure, là où nous allons aujourd'hui, vers la sous-culture, et quand les présentations culture vont arriver, vous verrez que bon, il a les alternatives quand même pour pouvoir relever le défi. Et c'est ça, et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui. Et même si nous avons des idées à contribuer à la sylviculture pour nous accompagner, nous allons encore donner des contributions pour que nous puissions ensemble développer notre agriculture de façon écologique et durable. C'est ça que nous réunissons ici aujourd'hui et jusqu'à demain, voire jusqu'à samedi. Et non seulement vous donner, mais recevoir aussi pour qu'ensemble on puisse s'en sortir. Effectivement, l'agriculture familiale a des limites aujourd'hui, il a des contraintes. L'agriculture conventionnelle, ça on n'en parle pas. Et on se demande si on doit continuer avec cette agriculture conventionnelle comme ça. Et on ira où finalement à la fin? Nous ne savons pas. Et est-ce que
on ne doit pas se mettre à faire le recul vers l'agriculture familiale, mais de quelle manière? Et je crois que la sylviculture est une solution alternative, la manière dont nous pouvons retourner à l'agriculture familiale. Merci beaucoup. Nos amis qui sont ici, ouais, il faut venir parler. S'il vous plaît, mais est-ce qu'ils ont déjà posé la question? Il y a dégradé, il est docteur Fatoumata Bintou. Il dit, étant confronté à la problématique de l'augmentation démographique, est-ce que l'agriculture familiale peut nous permettre de relever le challenge de nourrir les populations? Ça va. Ah. Oui. Oui, je viens de donner un exemple. Imaginons que chacun de nous se met à cultiver ce qu'il va manger. Quelle population tu veux nourrir? Ça, c'est un exemple simple. Tu veux nourrir qui? Si tu produis ce que tu vas manger, chacun produit ce qu'il va manger. C'est quoi le problème? Tu produis ce que tu vas manger de façon familiale. Tu veux nourrir qui? Tout le monde a besoin combien de milliards? Chacun produit ce qu'il peut manger de façon écologique. Bon, maintenant, effectivement, tout le monde ne peut pas produire. Excusez-moi. Tout le monde ne peut pas produire. Ça, c'est clair. Et il y a beaucoup qui dépendent de ça, qui dépendent de l'agriculture, à 100%. Mais, ils n'ont pas de choix. S'ils veulent rentabiliser ce qu'ils veulent vendre là, ils sont obligés de mettre les intrants. Mais pour les manger là, demandez toujours de l'agriculteur. Pour les manger là, vous allez voir, ils ne font pas la même chose pour ce qu'ils vendent. Donc ça fait que personne ne contrôle ce qu'on achète. Tu ne contrôles pas. Au moins, c'est que quelqu'un ne veut pas produire. Tu le vends ce que tu peux le vendre. Pour économiser, pour rentabiliser ce que tu as produit. Mais ce que toi-même tu vas manger, fais un effort de produire. Mais si quelqu'un ne veut pas produire, vendre ce qu'il a, tu peux le vendre. Tu le vends ce que tu peux le vendre. Tout le monde ne peut pas produire. Ça, c'est clair. Bon. Donc maintenant, il a la limite de l'agriculture familiale. Il faut nourrir tout le monde entier, mais il faut trouver des solutions. C'est pourquoi il a la sylviculture qui est là pour être une alternative. Même moi, je le dis, je le répète toujours, partout où je serai, je dirai toujours, ce que vous voulez manger là, faites un effort pour le produire. Le reste, vous pouvez vendre. Et beaucoup de marchés, beaucoup de producteurs le font. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé depuis. Ce que les gens veulent manger, ils entretiennent ça bien et ils mangent. Ce qu'ils veulent vendre là, ils veulent vendre, comment ils vont faire pour rentabiliser ce qu'ils veulent vendre là? Ils vendent de n'importe quoi. Ça c'est clair et c'est net. La fois dernière, je me suis arrêté en venant pour acheter des haricots. Quand il dépasse l'année là, il a des femmes qui vendent des haricots là-bas. Les haricots, j'ai demandé si c'est l'haricot de l'année passée ou bien cette année, ils m'ont dit que c'est de l'année passée. Il n'a aucun trou. Ça veut dire qu'il n'a pas d'attaque. Depuis l'année passée, les gens ont récolté l'haricot depuis novembre-décembre. Et jusqu'à aujourd'hui, l'haricot n'est même pas attaqué aucun trou. J'ai refusé d'acheter. J'ai appelé une dame à côté, j'ai dit bon, je veux l'haricot qui est gâté. Ce qui est percé là. Elle est partie derrière, elle est partie m'enlever ça. Ce qui est percé, ça qui est c'était déjà à la maison manger avec ma famille. Je sais que là, même s'ils ont mis leurs produits, c'est que les produits ont eu le temps de partir. Mais ce qu'ils ont exposé sur la voie, au moins s'ils m'avaient dit que c'est pour cette année, j'allais dire ok. Mais ils m'ont dit que c'est pour l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup de, peut-être les produits coton, hein. C'est qu'ils ont mis dedans. Et tu vas manger, tu vas te détruire. Donc j'ai appelé la dame, elle m'a donné ce qui est perforé, plein avec les insectes. C'est ça que j'ai amené en famille, on est en train de manger. Personne n'est mort. C'est un choix. La vie, c'est un choix. Vous voulez ce qui est propre, il faut savoir ce qui est derrière la propriété là. Oui, allez-y, chef. Il a le micro. Oui, je vous remercie d'abord pour la présentation, toute l'explication que vous avez donnée par rapport à la bon, moi je vois un peu une inquiétude liée à ce que vous êtes en train de nous donner comme explication. Moi l'inquiétude c'est justement bon, nous savons tous bien que l'agriculture c'est une activité. Et
à part cette activité, il y a beaucoup d'activités que les gens exercent. Et si je vais aller je vais faire face à notre pays, le Togo, peut-être tout comme les autres pays du monde ou bien de notre planète. Je vois que beaucoup d'activités exigent que l'on se déplace d'un milieu à un autre. C'est-à-dire quitter son milieu pour se retrouver dans une autre localité pour le faire. Et qu'au Togo ici, on se déplace, on s'en va, on est, je vais dire, bon, si vous me permettez le mot, que tu es étranger dans la localité où tu te trouves, et que tu te retrouves dans une location, c'est-à-dire tu vas prendre la maison là et que tu habites. Tu te retrouves peut-être dans une maison où il n'y a pas d'espace à pouvoir exercer cette agriculture familiale que toi-même tu dois faire pour pouvoir consommer. Je vois que ce que vous expliquez, vous donnez, c'est une bonne chose, mais ça, nous sommes apportés à cette difficulté, on ne sait pas comment ça sort. Comment vous donner des alternatives, comment des solutions Alternative. Merci beaucoup, monsieur le gouvernement. C'est bon? Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle quand j'étais arrivé ici à Kala, la première fois, je n'avais pas ma maison. J'ai loué, même là où je suis, je n'ai pas ma maison. J'ai loué à Pia, une maison à Pia, où je n'avais pas cette facilité. Qu'est-ce que j'ai demandé à mes étudiants qui sont de Pia. J'ai demandé est-ce qu'ils ont des parents qui ont des espaces un peu libres pour que je puisse cultiver. Les gars m'ont donné une portion de terre. Parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de manger ça. Et j'ai la chance sur la dalle, il a la dalle de la personne. J'ai déposé mon pot là-bas. Et j'arrive chaque matin. Et je mangeais. Bien sûr, si tu as location, c'est une location, c'est un peu privé, c'est une villa. Maintenant, si vous êtes aligné, s'il n'y a pas de dalle, soyez un peu, je ne sais pas, humble, demandez. Bien sûr, je sais qu'ici, tous les espaces sont cultivés. Ça, c'est clair dans la région d'Akara. Tous les espaces sont cultivés. Ce n'est pas à tout endroit qu'on peut s'en sortir, mais je crois que si vous vous êtes déplacé pour venir, c'est pour une raison. Et la raison prime, cette raison prime tout ce que vous allez faire. Mais il a tout moyen de s'adapter à toutes les conditions qu'on a, si on veut y arriver. Et je suis sûr, si vous demandez, les gens ils vont vous donner un petit espace quelque part pour exploiter. Ça, je suis sûr. Par qu'il me reste 15 minutes. Donc, essayons, il faut essayer. Et après, quand tu es confronté à des problèmes, bon, tu peux aller même jusqu'à Soudina, là, ça, les chefs 14 sont là. Ils vont te donner un petit lopin de temps pour travailler. Je suis sûr. Et tu pourras faire ce que tu as envie de faire, probablement. Mais je ne dis pas ça pour ça. Et que c'est possible. Même la sylviculture dont nous parlons, il faut des terres pour le faire. Il faut obligatoirement des terres. Et on doit y aller tôt ou tard, bon. Et je sais que ce n'est pas facile. Tu peux, peut-être toi, tu es arrivé à Kara, tes parents, tes terres sont dans quel village, très loin d'ici. Et ce n'est pas facile pour toi de se déplacer. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile aussi de faire confiance à quelqu'un, même à ton propre frère. Sinon, tu peux aussi demander aux parents de t'accompagner. Moi, dans mon village, actuellement, j'ai des champs pour me nourrir. Parce que je n'ai pas beaucoup d'espace ici. Donc, j'ai des champs là-bas où je fais l'agriculture familiale. Pour la nourriture propre. À la fin de l'année, quand ça reste, je vends. Si ça ne reste pas, ça me va. Donc, essayons. Effectivement, c'est très difficile. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'en sortir. Mais essayons. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Oui, madame la directrice. La main est vue. Oui, ceux qui sont en ligne, monsieur André, tu peux me lire les questions, il laisse sur WhatsApp, c'est ça, dans le groupe? Oui. Madame va intervenir et tu vas me donner encore une question de ceux qui sont en ligne. Ok. Merci beaucoup. Il a un ami qui réclame qu'on a laissé sa question. Oui. Non, je voulais d'abord remercier le directeur pour sa présentation et appuyer, donner des arguments pour appuyer ce qu'il vient de dire relativement à la question de monsieur
il y a toujours des lopins quelque part. Moi, je suis arrivée ici et il y a 11 ans, un voisin est venu me demander si je n'avais pas un petit lopin de terre quelque part. Et depuis 11 ans, il exploite cette parcelle qui d'ailleurs permet de la sécuriser parce que les voisins devaient venir mettre le grappin dessus. Et c'est tout petit, mais chaque année, il cultive un petit maïs là-dessus. Je pense que l'agriculture familiale est très importante parce que, outre le fait de nous donner de l'alimentation saine, de nous procurer une alimentation saine, elle permet de résoudre beaucoup de problèmes. Le plaisir que l'on a à manger ce que l'on produit, vraiment, on ne peut pas le mesurer. Moi, j'ai pris l'habitude de faire un peu de mil sur un petit lopin. Et ce mil-là, je vous assure que quand je le puce et que je l'écrase, je ne le peux pas pour moi seul. Parce que je sais que bon, c'est vraiment sain. Donc, je ne peux pas passer à tout moment. Et je fais en sorte que ça puisse durer jusqu'à la prochaine récolte. C'est vraiment important. Et je me rappelle aussi, quand ma maman était encore vivante, quand elle vient me voir, elle vient avec un peu de tous les produits qu'elle produit derrière sa maison. Des courges, du piment, du gombo, en fait. Et il y avait un plaisir à consommer ce qu'elle produisait. C'est très important. En plus, je pense que cette agriculture permet de résoudre un problème que nous n'arrivons plus à résoudre aujourd'hui, c'est la paresse de la jeunesse qui ne fait plus rien en vacances. Ouais. Quand nous on allait en vacances, le papa nous embarquait tous au champ et chacun allait cultiver, faire quelque chose. On apprenait à travailler. C'est en même temps du sport, mais en même temps une façon de s'occuper qu'on ne sait plus faire aujourd'hui parce que la jeunesse est plus occupée au téléphone, à s'occuper sur le téléphone portable que de travailler dans le champ. C'est vraiment très important. C'est un volet de l'éducation qui a disparu avec cette agriculture familiale en voie de disparition. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Madame la Directrice. Et vous êtes arrivé au point cible, c'est-à-dire que c'est nos enfants, tous mes étudiants qui ne sont pas établis sont à Lomé. Et j'ai eu la chance de recevoir un vacancier qui est arrivé de mon village. Il est venu en vacances chez moi, à Cara. Je l'ai amené au chat une fois, deux fois, après il dit, oncle, je vais rentrer au village. Donc, je lui ai donné l'argent, il est parti. Donc, il venait chez l'oncle pour vivre. Moi, j'ai dit chez moi ici, c'est le champ. Donc, on a été au champ une fois et deux fois avec mes enfants. Il dit non, lui, il va rentrer au village. Il est parti, il a appris qu'au village, il ne va pas au champ, il est là, il s'explique seulement. Et c'est ce qu'il était venu pour faire à Cara. Et c'est notre grand problème aujourd'hui. C'est notre grand problème aujourd'hui. On arrive, les jeunes ne veulent plus travailler, mais tout le monde veut manger. Tout le monde veut avoir un portable. Tout le monde veut mettre un forfait, crédit dedans. Comment on peut s'en sortir? Bon. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Donc, il a quelqu'un qui ne voulait pas la parole. Il y a Madame Trahi Zemati. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Bon, si on veut attendre, on peut la question. Vous pouvez prendre la parole, Madame? Oui, allez-y, Madame. Oui, on vous attend, Madame. Oui.
Hey, C'est bon? bon, madame, Elle a fini? je ne sais pas si elle a fini, mais bon, elle veut répéter quelque chose. Bon, c'est bon, madame? Elle a été coupée. Elle a été coupée. Bon. Et on fait comment? On répond. Oui, et madame de la Côte d'Ivoire nous dit que l'agriculture familiale est utopique. Et il a donné l'exemple d'Abidjan, où les maisons sont que même si tu as d'attention, tu n'es pas à l'aise, donc à fois qu'il y a des culturels, il n'a pas de place. Ça c'est un. Et de deux, il dit que si dans la zone rurale, c'est les cultures d'exportation qui se font aussi, et ce qui est parfaitement logique, parce que là-bas c'est un pays vraiment voué à l'exportation de produits agricoles. Et c'est là où moi j'ai vu pour la première fois de mes yeux des hectares de bananeraies, hectares de... Ça veut dire que tu es en train de rouler, tu vois les champs à perte de vue, comme on voit au niveau d'année pour la canne à sucre là. C'est comme ça. Et chez nous, ce n'est pas encore arrivé, je suis sûr que ça va arriver un jour. Mais ce que je veux répondre à madame, effectivement, dans ces conditions, elle dit que l'agriculture familiale est utopique. Et moi, je dis toujours, chacun de nous, tu es à Abidjan, tu viens de quelque part. Si tu regardes bien, tu connais bien, tu demandes, on va t'indiquer d'où tu viens, même en état Abidjan. Madame, c'est vrai? Bon, à moitié, nos Togo, c'est les gens du père qui ne viennent pas de quelque part. Mais tout le reste vient de quelque part. Mais si tu viens de quelque part, tu ne peux pas avoir un petit lopin de terre là-bas. Il a quoi? Les sorciers. On ne peut pas continuer dans ces conditions avec les sorciers. Et ce que madame dit, madame, vous êtes revenue, c'était coupé entre temps. Bon, et effectivement, Côte d'Ivoire, comme je le dis, je connais les champs de cacao et café. Oui, et ensuite, madame, les champs de café et cacao, je les connais bien en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'on peut associer les cultures dedans, dans les champs de cacao et café et cacao. Tu veux exporter café et cacao, tu peux faire tel légume sous ça, tu peux cultiver yam, tu peux cultiver, comment on appelle votre banane là? Banane plantain là. Moi j'ai vu les champs mélanger café et cacao avec banane plantain et j'ai bien mangé pour tout avec. Donc, ce que moi j'ai dit, c'est la volonté. Et c'est la gestion, le problème de gestion de ton temps et ce que tu viens en faire de ta vie. C'est la volonté. Si chacun de nous devait de quelque part, ça suppose que tu peux avoir un petit lopin de terre quelque part. Et c'est comment tu gères ton temps, ton argent pour y travailler dans ce quelque part. C'est ça qui est le problème. Je ne dis pas de faire ça pour nourrir les autres. Au moins c'est le peu que toi tu vas manger là. Même si ce n'est pas tous les jours, il y a des moments où tu pourras manger ça et acheter, compléter ta nourriture. Bon, j'espère que j'ai essayé de répondre, madame. Oui, et ceux qui ont levé la main, vous pouvez aller parce que le temps est en train de finir. Oui, madame Traillé. Oui. Oui, ça c'est vrai. Vous avez tout vendu, madame. Vous avez tout vendu? Ah. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai.
Madame, vous avez parfaitement raison. Oui. Madame, vous avez parfaitement raison. Ce que j'ai dit aussi, tu n'es pas obligé d'aller discuter les terres avec tes parents. Hein. Tu peux acheter un petit lopin de terre. Comme tu as envie de travail, ça veut dire que tu peux économiser acheter un petit lopin de terre. Au lieu d'aller discuter encore ce que les frères et sœurs au village en train de se débrouiller avec. Et je crois que beaucoup de ceux qui travaillent aujourd'hui en ville, c'est ce qu'ils font. Ils achètent un petit lopin au lieu d'aller discuter ce que la famille a encore. Ils achètent et ils font ce qu'ils ont à faire dedans. Bon, c'est tout ce que nous pouvons dire. Chacun, je crois, chacun a la possibilité de gérer son argent, sa vie, c'est savoir où est-ce que tu veux investir ce que tu es en train de gagner. Si tu as envie de travailler, comment tu as envie d'investir ton argent là? C'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Bien sûr, il a des contraintes. En toute chose que tu dois faire, même ton service, il a des contraintes. Mais tu essaies de t'adapter pour y arriver et pour y travailler et pour assurer la priorité de ton travail, ainsi que de l'emploi dans ton service aussi. Bon, M. André. Oui, M. André, je crois que c'est fini comme ça, ça peut aller. Et il faut que le professeur Massa passe. Bon, chers collègues, et nous avons fini avec cette partie de l'agriculture familiale. Et le professeur Massa va passer pour sa présentation. Je vous remercie.